Donc j'ai la joie d'être accompagnée de mon ami Christopher Siminelli, un Corse comme moi. Comment tu vas, Chris? Très bien. Salut Pauline, salut à tous et merci de ta confiance d'ailleurs. J'ai pas eu l'occasion de te dire, mais ça me touche que tu m'aies choisi moi pour cet exercice qui doit pas être simple, je pense. C'est pas simple et je t'avoue que j'avais la boule au ventre tout à l'heure. Je le repousse depuis des mois en fait cet épisode, tout en le gardant en tête et en me disant que une fois que j'en aurai réellement parlé dans mon podcast en profondeur, je pourrais passer à autre chose. Tu vois, la boîte elle sera totalement fermée. Moi je sens que je suis vraiment dans un processus où je crois que j'ai à peu près guéri de plein de choses. Je continue d'avoir un déséquilibre sur ma confiance en moi qui sera, je pense, toujours présente à cause de ça. Hein. Mais ouais, je pense que c'est la fameuse dernière pierre à l'édifice. Après, on va fermer ça dans une boîte. Et puis, si on me pose la question, on pourra toujours écouter cet épisode-là, quoi. Justement, c'est une des questions que je me posais. T'as déjà eu l'occasion d'évoquer ces sujets un peu dans un autre podcast? Ouais, dans le podcast Transfert. Dans Transfert. Il y a des années. Voilà. Donc là, tu ressens le besoin de revenir quand même sur ce sujet, peut-être de le développer davantage et de le développer à ta sauce peut-être, non? Ouais, c'est exactement ça. Alors je trouve que l'épisode, il est vraiment joliment fait, avec beaucoup de respect. Ouais. Mais... Bah évidemment, il y a un journaliste derrière qui a un angle et qui s'y tient et l'histoire elle est beaucoup plus grande que ça et elle est pas aussi parfaite aussi qu'elle l'était dans ce podcast-là parce que je venais de perdre mon père moins d'un an avant. J'étais pleine d'amour pour lui, dans une sorte de bulle de j'accepte ma réalité, ma nouvelle réalité sans mon père. Aujourd'hui, ça fait 8 ans. Entre-temps, j'ai eu de la colère qui est venue, qui n'avait jamais été présente et qui a été salvatrice chez moi. Et j'ai envisagé les choses de manière différente, avec beaucoup plus de complexité. Et aussi, je me dis que comme ça, on arrêtera de me faire chier quand on me met qu'une étoile sur le podcast en disant « Oh, elle est casse-couille, elle est machin ». Franchement, écoutez l'épisode et vous verrez que je fais vraiment ce que je peux avec les armes que j'ai. Je le fais avec le cœur, avec gentillesse, mais genre, je fais vraiment du mieux que je peux, quoi. Tu vois? C'est la question que je me suis posée, peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de fournir le lien de cet épisode? Alors, non pas comme carte de visite, mais tiens, si tu veux vraiment me connaître, mieux me connaître, écoute ça. Après, on en parle si tu veux, mais ça va nous faire gagner du temps à tous les deux. Eh ben, c'est ouf, mais je l'ai fait plusieurs fois en couple. Je l'ai fait aussi pour un peu qu'on préserve mon petit cœur en mode... moi, je suis très pudique là-dessus. Je suis très pudique de ce qui a été douloureux pour moi par un réflexe de survie de si je prends soin des autres, on m'aimera, alors que si je montre toute cette complexité, peut-être qu'on va me trouver too much, tu vois. Et donc, comme ça, au moins, je balançais tout, je vomissais un peu mon truc, et puis tu décides ensuite de si tu veux continuer à me parler ou pas. On verra à la fin de l'épisode. Le mec, il va se barrer avant la fin. Je l'ai écouté, cet épisode, qui était très bien. Je suis OK pour continuer à te parler. C'est bien aimable. Non, mais c'est vrai, comme tu dis... T'as un peu pris tes distances après, quand même, je me souviens. Oui, bah, je t'ai pas parlé pendant 5 ans. Mais 5 ans, ça passe tellement vite. Tellement vite. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos complémentaires qui ne sont pas dans cet épisode. Ouais. Et c'est aussi pour ça, je pense que il est intéressant pour toi de revenir sur ce sujet à l'aube aussi de nouvelles choses que tu as découvertes entre-temps. Ouais, bah tu vas voir un nouveau petit cliffhanger qu'on a eu la joie et l'honneur avec ma mère de découvrir il y a à peine 3 semaines. Évidemment, ce qui reste, c'est beaucoup, beaucoup d'amour parce que j'adorais mon père et d'ailleurs, c'est très important de le dire avant de rentrer dans le vif du sujet. Dans cet épisode, ça va être évidemment à charge parce que il a vraiment déconné sur plein de choses. Mais n'oubliez pas que derrière tout ça, il y a quand même un amour infini que j'ai pour mon père, qui ne changera jamais, mais qui n'est plus aveuglé comme il l'était. Au départ, ça devait durer 6 mois, le temps qu'il réalise ce qu'il perd et qu'il se remette en question et qu'il se dise en fait, je suis un bonhomme, faut que je retrouve un travail et tout. Et en fait, ça va être la séparation qui va durer de manière indéterminée. Parce que passé les 6 mois, il n'a
pas donné signe de vie ni de nouvelles. Exactement. Alors, il donne des nouvelles, si bien sûr, il s'appelle très régulièrement, mais lui, dans sa tête, se dit c'est une séparation définitive. Ma mère, dans sa tête, se dit je donne une dernière chance de cette manière-là, j'essaye d'avoir un électrochoc. Donc, à ce moment-là, lui est resté à Nantes, c'est ça? Lui, il est à Paris, et À nous, Paris, okay. On part au Pouliguen, qui est juste à côté de Nantes, dans la maison de vacances de mes grands-parents, de la famille, en fait, tu vois. Et moi, de mon point de vue d'enfant, ces 2 années qui sont merveilleuses, alors que ma pauvre maman fait tout pour masquer la réalité. La réalité, c'est que la chaudière claque et qu'on n'a plus de chauffage durant l'hiver et que ma mère fait le thé le matin avec des moufles. La réalité, c'est qu'elle a dû aller au Resto du Cœur parce qu'elle avait pas assez d'argent. Elle avait trouvé qu'un mi-temps au SMIC et mon père ne lui donnait aucun argent. Tu vois, et lui était extrêmement en colère contre elle parce que il se disait tu nous as abandonnés. Finalement, c'est toi qui as cassé la famille, tu vois, et pas l'inverse. Et donc voilà, moi je passe 2 années qui sont très jolies avec ma mère, qui en fait elle est extrêmement déprimée et dans une solitude terrible quoi. T'as des souvenirs de cette époque-là? Ouais, c'est vif. Ouais, j'ai des super souvenirs et des souvenirs très joyeux parce qu'ensuite j'ai de moins en moins de souvenirs étonnamment de mon enfance et surtout c'est un peu triste à dire parce que sur le coup j'avais plein de copines et tout mais je la trouve pas joyeuse mon enfance. Dans ces souvenirs d'enfance dont tu te rappelles, il y a ton père ou c'est essentiellement des souvenirs avec ta maman? Moi, mon père, c'est un inconnu qui me fait peur. C'est un inconnu qui me fait peur parce que lorsqu'il vient, il veut reprendre son statut de chef de famille, mais en fait, il vient nous voir que 2 fois par an. Et ça va continuer durant toute mon adolescence. Il vient 2 fois par an, il ne parle que d'escalade, de Formule 1. Il ne s'intéresse à absolument rien que je puisse faire de mon côté. Moi, par exemple, je fais de la danse depuis l'âge de 3 ans. Ça le fait chier, c'est pas un sport, c'est pas intéressant. Et donc, il y a cette sorte de tyrannie d'un père qui arrive tout d'un coup bousculer un quotidien un peu cocon, très féminin, et qui impose sa dictature de Formule 1, de montres et d'escalade. Moi, j'ai peur du vide, on se moque de moi, on me dit que je suis pas capable, etc., etc. Et on doit se suradapter à lui, et puis il repart et on peut enfin souffler, en fait. Et ces 2 fois dans l'année, c'est toujours à peu près les mêmes moments? C'est quoi? C'est Noël? C'est le 15 août? Je sais pas. Gros sujet. Noël, parfois durant le printemps et l'été. Et en fait, à chaque fois, mon père nous dit « Je viens, je suis dans le train, je débarque d'ici 2 heures ». Moi, j'aime vraiment réellement profondément mon papa et même s'il me fait peur et même si je ne le connais pas, je suis mais tellement heureuse qu'il vienne et en plus, je l'idolâtre un peu puisque je le vois très peu. Et en fait, à chaque fois, donc, il nous dit qu'il est dans le train et il ment. C'est-à-dire qu'il arrive que 3 jours après. Et parfois, il nous fait même plusieurs fois le coup de suite en disant « J'ai raté mon train, mais je reviens demain matin. C'est bon, j'ai mon billet, je suis dans la gare. » Et puis, il n'arrive pas de la journée. Et donc, année après année, Noël, par exemple, moi, j'ai une vision de tout le monde à table, de son assiette, de sa serviette. Et moi, enfant, me disant « Mais si, il m'a dit qu'il allait venir, donc j'y crois totalement. » Et tout le monde, tous les adultes à table, rigolaient parce qu'ils essayaient comme ils pouvaient de détendre l'atmosphère, mais rigolaient sur le fait que « Oh, Fifi, toujours en train de nous mentir, il arrive dans 3 jours. » Et je me rappelle avoir le cœur, mais brisé à chaque fois en écoutant ces vannes-là, parce que pour moi, c'est pas des vannes, quoi, tu vois. Il y avait qui autour de la table à Noël à ce moment-là? Il y avait ma famille, mes oncles et tantes, et voilà. Mes oncles et tantes, ma mamie. Ouais. Je connais pas ma famille du côté de mon papa, malheureusement. Quelle était leur perception à l'époque de cette situation, de la situation dans laquelle tu vivais, toi avec ta maman, très précaire, ouais. Et ce père qui venait 2-3 fois dans l'année? Bah honnêtement, c'est un peu triste, mais il y a eu, moi je l'ai ressenti comme ça. Je suis dans une famille où on dit pas les choses pour rester bien élevé. Et je sais que c'est très culturel des Français et de la bourgeoisie.
Et donc, on n'ose pas dire à ma mère que sa situation est catastrophique. Donc, on fait des petites vannes piquantes et cyniques sur le sujet. Moi, je me sens invisibilisée et complètement sans soutien à part ma mère. C'est-à-dire que personne ne s'intéresse vraiment à moi aux réunions de famille. Pareil, on m'oublie un peu, on met pas mon assiette. Je suis la fille du démissionnaire et en plus je suis la seule qui a pas le même nom de famille parce que ma mère est la seule fille. Donc voilà, donc on fait des vannes et on se moque de mon père et moi j'essaye de prendre sa défense comme je peux parce que dans le fond j'ai l'impression que les vannes sont sur moi aussi, tu vois. Donc, Et alors sur ces trains qui arrivaient 3 jours plus tard, toi j'imagine que t'as dû aussi imaginer plein de choses. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment ça se fait? C'est 2-3 jours de retard. C'est peut-être son travail. Bah j'y crois. En plus, il me ment. Il me dit que il a une nouvelle société dans le marketing et donc moi je raconte à tout le monde. Je suis là, vous vous rendez compte, mon père, machin et tout. Vraiment, mon père, c'est mon Dieu. Et moins il me donne et plus chaque mini truc devient extraordinaire, tu vois. Tu fantasmes finalement tout le vide totalement qu'il laisse. Exactement. Et je me rappelle me dire que il fallait absolument que je fasse du rugby pour lui plaire alors que je détestais ça. Je me détestais d'avoir le vertige parce que je pouvais pas l'accompagner faire de l'escalade. Et donc à chaque fois, ça me mettait en situation d'échec en me disant je suis pas encore assez bien pour qu'il me donne de l'intérêt. Et je me rappelle de ma mère presque vanner sur le sujet et je lui en veux pas parce qu'elle-même déjà faisait le rôle d'un papa et d'une maman, tu vois. Mais ouais, elle m'a dit tellement de fois que en gros mon père me trouvait inintéressante jusqu'à ce que je puisse avoir un discours cohérent et une répartie avec laquelle débattre. Et donc waouh, tu vois, genre je n'ai commencé à avoir de l'intérêt qu'à partir de 16 ans, 17 ans pour lui. Et avant ça, tout ce que je faisais, je me rappelle qu'une fois, il a accepté de nous suivre dans un truc de jeu pour enfants. Il a pas arrêté de râler toute la journée. Et donc, du coup, moi, j'ai essayé de tout faire pour qu'il se sente bien alors que j'avais 10 ans. Et j'étais extrêmement gênée de moi-même m'amuser tout en essayant de dire regarde, on va trouver telle activité qui va te plaire et tout parce que lui râlait. Et c'est la seule fois, je crois qu'une autre fois, il m'a accompagnée à la piscine. Mais c'est les 2 seuls trucs qu'il a fait de toute mon enfance pour moi. Et en fait, durant toute l'adolescence, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Mon père était le rôle principal du film et nous, on était les personnages secondaires avec ma mère. Film que t'as vu qu'au tiers, voire même qu'au 10e. Ouais, c'est ça, exactement. Mais t'as découvert les autres parties de ce film par la suite. Ouais, c'est ça. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ouais, voilà. Donc t'arrives à 16 ans, donc t'es toujours du côté de Nantes. Attends, je vérifie que j'ai pas oublié des trucs dans mes petites notes. Ouais, c'est ça. Il m'a amené une fois à l'école. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Et tu avais des cousins et cousines à cette époque? Non, pas de mon âge. Pas de mon âge. Ma cousine la plus proche avait 5 ans de plus que moi et en fait, c'est un âge où, tu sais, elle était jeune femme et moi, j'étais encore enfant. Non, je me sentais extrêmement seule et du coup, j'essayais de me suradapter au discours des adultes pour essayer de... Tes parents de faire un autre enfant après toi? Ah bah, gros sujet, merci. Merci beaucoup. Donc non, alors Dieu merci. Et ma mère a eu raison, elle n'a pas voulu faire d'autres enfants avec mon père vu les circonstances. Elle lui a voulu? Non, c'était même pas un sujet. Le premier était pas fait exprès. Quand ma mère a dit à mon père qu'elle était enceinte, il a fait « Oh, c'est pas de moi !» Ma mère a dit « Bah Philippe, quand même, c'est juste que extrêmement fertile. Elle est tombée enceinte alors qu'elle prenait la pilule, tu vois. » Alors j'imagine et que c'est un sujet que tu vas évoquer avec ta maman dans la première partie, mais je peux pas m'empêcher de me poser cette question et je sais que les choses sont pas si simples que ça. Qu'est-ce qui a fait que ta maman soit restée avec lui même avant ta naissance, sachant que c'est lunaire, il partait
la nuit sans donner d'explication. Donc elle savait très bien qu'il allait voir ailleurs. On n'aura peut-être pas forcément la réponse là, et je pense que la réponse est très complexe. Elle est très complexe, mais mon père avait quelque chose, c'était un homme brillant, extrêmement cultivé. Il a passé le concours de Sciences Po en gueule de bois en faisant du stop avec l'un de ses meilleurs potes, et il l'a eu, alors que c'était un pari qu'il avait fait la veille au soir. Il avait un charisme fou, et ma maman c'était un puits de pas de confiance en elle. Et le fait d'être avec un homme comme ça, c'est que elle lui a donné toute la lumière qu'elle pouvait, et il lui a pris toute la scène. Et elle est restée parce que petit à petit, et plus les années passaient, et plus elle se disait je ne suis rien sans lui, et j'ai pas de valeur en dehors de cette relation, et si ça se trouve, c'est comme ça que ça doit être, et elle a perdu vraiment le peu qu'elle avait déjà de confiance en elle dans cette relation. Elle a tout perdu. Elle a des regrets aujourd'hui? Non, Dieu merci, c'est quelqu'un de tellement positif. Elle est en mode, ça a été ma vie, c'est comme ça. Puis elle regrettera jamais de t'avoir t'avoir mise au monde. De quoi je pense qu'honnêtement, les deux vraies âmes sœurs dans cette histoire, c'est ma mère et moi. Hein. On a formé tout de suite une petite équipe, tu vois. Toutes les deux, on s'est tout de suite extrêmement bien entendues. Donc ça, c'est certain. Et c'est encore aujourd'hui la personne avec qui je suis la plus proche. Ça fait un petit moment que tu la connais, faut dire. Ouais, c'est clair. Putain, on commence à plus se faire tout jeune, hein. Putain, non, 33 mais c'est sûr. ans. Et puis cette petite équipe était totalement chamboulée quand ton père revenait là-dedans au milieu, avec en essayant de reprendre peut-être son rôle et sa position. Exactement. Et de chambouler finalement votre vie, votre équilibre, l'équilibre que vous aviez trouvé in fine, quoi, sans lui. C'est ça. Et pendant, tu vois, l'enfance, c'est vraiment mon père, c'est plus ou moins un inconnu chez moi. Et puis, tu en parles, donc moi je suis fille unique, je sens malgré tout que mon père m'aime très fort, et puis arrive la 5e. Moi j'ai toujours eu beaucoup de copains, j'étais plutôt la meneuse de bande, j'étais un peu celle qui avait les idées, qui menait le groupe, j'avais plein de copines, machin. La 6e, vraiment, n'y déroge pas, est-ce que c'est juste? Ne déroge pas à cette règle. Et merci. Tu vois, c'est pour ça que t'es là. Et c'est une année géniale. Et puis la 5e, c'est la première année où je vais commencer à ne plus avoir d'amis. Et maintenant, ça me paraît d'une évidence folle. C'est parce que je vais apprendre quelque chose qui va totalement déstabiliser mon monde et me faire perdre le seul petit socle de confiance en moi que j'avais, celui d'être l'enfant unique, l'enfant aimé d'un couple, tu vois. Pendant 1 an, je vois ma mère qui pleure dès qu'elle voit une photo de bébé. Je me rappelle d'un jour un reportage sur les maternités, elle se met à hurler de changer de chaîne. Je comprends pas ce qui se passe, je trouve ça super bizarre. Je trouve ça un peu terrifiant, tu vois. Je comprends pas son comportement. Là, la fois de trop, je me rappelle de ce reportage, ce fameux reportage sur les maternités. J'ouvre la porte de la chambre et je vois ma mère en pleurs. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, il faut que je te dise un truc. En fait, ça fait 1 an que ton père a un 2e enfant. Comme ça. Voilà. Mon père, courageux, lui avait dit, non, dis-lui, tu sauras mieux faire. Yes. Mon père, en fait, a une relation avec une autre femme qui commence peut-être, 6 mois après qu'elle soit partie, quoi. Il y a ce petit garçon. Et là, c'est la terreur pour moi parce que j'étais déjà une fille, j'étais déjà pas très intéressante pour lui, tu vois, parce que j'aimais pas des trucs de mec, parce que les femmes, pour être cool à ses yeux, devaient avoir des réflexes d'homme. Ma mère s'était suradaptée de cette manière-là, d'ailleurs. Tu sais, en mode ultra pick me girl, ouais, les trucs de nana, ça m'intéresse pas, parce que il dénigrait tout ce qui faisait la femme en permanence. Et donc là, ce petit garçon qui vient en fait me prendre la seule place qui pour moi ne bougera jamais, c'est celle de l'enfant aimé, tu vois. À ce moment-là, tu savais que ton père avait refait sa vie avec non. une autre femme? Ah non, c'était une surprise pour ma mère aussi. Hein. La rupture? Non, juste un jour, il a dit, voilà, faut que je te dise un truc, je suis, elle est enceinte. C'était une surprise aussi. Et je m'étendrai pas sur le sujet parce que ce jeune homme aujourd'hui est quelqu'un, j'en suis certaine, de super. On n'a pas gardé contact, même si ma porte est grande ouverte s'il le souhaite, parce que parfois, les liens du sang, en fait... Ne suffisent pas. Ouais, ne suffisent pas. Mais voilà comment ça se passe. Et donc, cette année-là, moi, je commence à développer des TOC.
je commence l'année en étant la déléguée de classe un peu cool. Et après 3 mois, j'ai plus d'amis, quoi. Et en fait, je pense que c'est juste parce que je suis devenue tellement awkward par tout ça, parce que je sais pas comment processer ce qui se passe à la maison. Ma mère est très triste, beaucoup de tristesse à cette époque-là. Quel toc? Je l'ai raconté, je sais pas si l'épisode sortira avant ou après, mais c'est trop bizarre, hein. J'avais l'impression que toutes mes fringues étaient humides. Et donc, tous les matins, je passais 30 minutes avec mon sèche-cheveux à sécher à minima ma petite culotte et mes chaussettes, en larmes, en hurlant à ma mère, mais tu te rends pas compte, c'est insupportable. Et vraiment, sur ma peau, c'était invivable. Invivable. Tu te rends compte si toi, tu vois, quand t'es trempé sous la pluie, tu te rends compte passer toutes tes journées comme ça? L'enfer. Ouais. Donc je comprends que ta mère était très triste extrêmement triste suite à cette naissance et même à la seconde vie de ton papa. Toi, tu l'as été aussi, ça t'a énormément marqué. Est-ce que au fond de vous deux, vous ne souhaitiez pas que votre père revienne et que vous reformiez une famille à vous Moi, trois? je le voulais socialement, parce que j'étais la seule fille d'enfants divorcés de mon primaire déjà, et ensuite à l'adolescence ça a un peu changé, mais avant ça, moi j'étais le seul enfant de divorcés. Ma mère était ostracisée. Est-ce que c'est... Oui, c'est ça, c'est le terme. Elle était vraiment complètement exclue de tous les groupes. Je me rappelle de paroles extrêmement violentes de connasses bourgeoises nantaises qui la regardaient en se disant une femme de mauvaise vie qui pourrait me piquer mon mari, tu vois. Et donc du coup, il y a des trucs où j'étais pas invitée. C'était vraiment, on me pointait du doigt un peu pour ça. Et donc moi, je voulais socialement avoir un père. J'avais un peu honte. Mais la réalité, c'est que j'aurais été vraiment terrifiée que mon père revienne. Parce que c'était la dictature dès qu'il était là. C'était la dictature. Je pouvais pas avoir ma place de petite fille ou d'adolescente avec ses goûts, son petit univers, etc. puisque ça ne l'intéressait pas. Et puis, tu vois, un truc tout con, mais par exemple, je me rappelle, vers 13-14 ans, mon père veut un café. Et moi, qui essaye par tous les moyens de me faire aimer par lui, tu sais, j'étais un petit peu sa petite femme bis, quoi. Je lui dis, est-ce que tu veux que je te fasse un café? Oh non, non, ta mère fera, toi, tu n'es pas capable. Et tout ce que je faisais, j'étais pas capable, j'étais pas assez bonne, etc. Et tu dis pourtant que ton père t'aimait profondément. Ouais. Comment tu as ressenti cet amour alors que tu vois, d'après ce que tu dis là, il en montrait assez peu quand même. Ouais, il le montrait vraiment peu parce qu'en plus, et ça s'est surtout développé durant l'adolescence, mais il mettait un point à surtout ne me faire aucun compliment, surtout ne jamais me dire que je suis jolie, intelligente, que j'ai fait quelque chose de bien pour pas que j'ai la grosse tête. Et il l'avait dit à ma mère qui me l'avait répété. Et donc, comme je comprenais les tenants et les aboutissants, je me disais, en fait, arrête de toucher mon fil, toi, tu vas faire du bruit. Comme je savais l'envers du décor, je me disais, je pense que du coup, il est fier de moi. Tu vois, par exemple, j'allais dans des endroits, des restos à Paris, etc. Et on me dit, oh là là, votre père ne parle que de vous. Tu te sens très fortement aimé dans ces cas-là. Donc, c'était vraiment quelque chose sur lequel je doutais pas. Je doutais pas de ça. Je doutais pas de ça et je crois vraiment que j'ai été la personne d'ailleurs la plus importante de sa vie. Tu vois? Mais c'était vraiment particulier. Donc tu apprends l'existence d'un demi-frère. Et je suis très en colère parce que bien sûr on me le présente pas à l'époque en mode super news, tu vas avoir un petit frère, mais plutôt comme l'enfant qui brise le couple de mes parents. Donc moi je le vois comme le diable. Aujourd'hui je suis adulte, je me rends bien compte que la réalité est ultra différente de ça. À 33 ans on sait que c'est pas blanc ou noir. Et puis surtout, lui, il y peut rien. C'est un jeune homme qui s'est construit, qui est brillant, qui a de très belles valeurs. Voilà. Mais à l'époque, moi, je le voyais comme l'enfant qui détruit le couple de mes parents et surtout un garçon, tu vois. Il vit à Paris? Je sais pas. Et je veux pas parler de lui plus. Ça le regarde et c'est sa vie privée et je respecte ça. Mais je développe ces tocs en 5e et surtout, je rentre dans une spirale où je me dis que je suis jamais assez telle que je suis pour être aimée. Donc il faut que je fasse plus d'efforts
pour me suradapter aux autres, égale je suis méga creepy en fait. Et je m'en rends compte aujourd'hui, tu sais, pour être vraiment kiffée, mais j'étais méga awkward. C'est normal que j'ai pas de potes. Je me suis même pas fait harceler, tu vois. Je peux même pas pointer du doigt des gens. Non, je comprends. Moi, j'aurais pas été pote avec moi-même à l'époque, vraiment. T'as un exemple concret de cette phase creepy? Oh ouais. J'ai un exemple concret, ouais. On est dans les vestiaires. Je crois que c'est l'année de 5e. On est dans les vestiaires et moi, ça fait des mois que j'ai plus d'amis. Et je vois un groupe de meufs populaires. Tu sais, à l'époque, on disait populaire. Les cheerleaders, quoi. Ouais, un petit peu. Qui parlent des betteraves. Ok? Et moi, je me dis, putain, vas-y, il faut vraiment que tu trouves un moyen d'entrer dans leur groupe. Et je forçais tellement fort tout. Et je me retourne, je fais, ah, moi aussi, j'adore les betteraves, surtout en entrée. Et elles me regardent, elles font, non, mais en fait, Pauline, les betteraves, c'est un groupe de rock, en fait. Et elles explosent de rire. Et je me retourne et je prends mes affaires et je me barre. Oh. On dirait une scène d'un teen movie américain, oui. Tu vois. J'ai inspiré, j'ose espérer de nombreux réals. Betterave, ok. Ah non, j'étais désespérée. Et l'année de 4e, j'avais des potes. Et l'année de 3e, j'avais à nouveau plus de potes. Et ça a été un peu comme ça jusqu'à l'âge adulte. Et je te jure qu'aujourd'hui encore, je suis fascinée par le fait de me faire aussi facilement des amis. Et pour moi, c'est quelque chose de merveilleux, quoi. T'as quand même une chance, c'est que c'est une période durant laquelle tu aurais pu aussi sombrer, tu vois. C'est aussi une période toujours eu en cette force de 4e, vie. seconde, première terminale où on peut parfois faire de mauvaises fréquentations avec des certaines personnes très à la marge de la société, tu vois, qui peuvent avoir une mauvaise influence. Non. Ça n'a pas été ton cas. Non, moi j'avais une force de vivre et de me battre. C'était très... Mais tu sais, par exemple, l'année de 3e, je suis rentrée tous les jours de l'école en pleurs, en disant à ma mère, je t'en supplie, fais-moi l'éducation à domicile. C'est l'humiliation tous les jours d'aller en cours, de sourire parce que vraiment j'avais une très grande fierté et je voulais rien montrer, surtout pas le fait que ça m'atteigne. C'était invivable. C'était invivable. C'était humiliant. Tout était un combat, mais parce quand t'as pas de potes, tu vois, parce que chaque moment clé où tu te retrouves avec des gens devient un combat, en te disant peut-être que cette fois-ci j'arriverai à avoir des amis enfin. Donc, mais tu te rends compte l'énergie que tu déploies dans ça, et puis ça marche pas, et c'est à chaque fois ton cœur, il se brise encore plus. Et en plus, t'as une grande culpabilité parce que tu te dis, je n'y arrive pas comme les autres, donc tu t'auto-flagelles, je suis moins bien, etc. Et je me rappelle que c'est en 5e, un truc comme ça, la prof principale avait dit à ma mère, en fait, le souci, c'est qu'elle est trop mature, parce que moi, à la maison, je ne traînais qu'avec des adultes. J'avais personne de mon âge et donc j'avais un humour qui était en décalage aussi, tu vois. Ça, plus le fait que vraiment, j'étais persuadée de pas être assez pour être aimée, puisqu'on me l'avait quand même un peu bien montré et que c'était une réalité, tu vois. Cata. Et je n'en veux pas aux autres de pas avoir été ma pote, parce que moi, j'aurais pas été ma pote non plus. Hein. Tes résultats scolaires, c'était comment? C'était Marie Brasbeur, 10-12. Et, mais je peux te dire que, putain, je me battais. Chaque année, je faisais un jeu de comédie dell'arte. Je faisais semblant de bosser énormément à la maison, ce qui n'était pas le cas parce que les études, ça m'intéresse pas de ouf. Et à chaque année, je passais sans redoubler, alors qu'il y en avait qui avaient une meilleure moyenne que moi qui redoublait. Parce que les profs disaient à ma mère, ça se voit que vraiment elle donne tout et qu'elle essaye, quoi. Bravo. Déjà des talents de comédienne à l'époque. Ouais. Et surtout, je me rappelle de ce truc de un jour, je vais m'en sortir. Tu sais, cette flamme intérieure, cette volonté de sortir de cette humiliation, d'être la loseuse. Et je suis certaine, alors aujourd'hui, c'est bancal encore parce que, voilà, quoi, il n'y a pas un socle super, mais par contre, la force de vie que j'ai et la force de m'en sortir, elle est là depuis toujours, et je sais que ça a forgé qui je suis aujourd'hui, et les mini-moments pour lesquels je suis ultra reconnaissante, typiquement, tu vois, le fait que les gens aient envie d'être mon amie, mais moi, je suis tellement reconnaissante de ça,
Alors que bon, c'est censé être normal, quoi. Donc voilà, donc on arrive vers l'adolescence où là enfin je peux tenir des débats avec mon père et mon père me trouve enfin intéressante. Et là, à partir de là, mon père va devenir mon meilleur pote. Parce que on va s'entendre ultra bien, il va m'apprendre plein de choses et moi je vais tout faire en permanence pour essayer de lui plaire. Et comme je me rends compte que ça marche enfin, je me suradapte encore plus à lui, tu vois. Toujours à distance, toujours Ouais. en vous voyant 2, 3, 4 fois par an. Merci, c'est d'ailleurs un sujet, c'est qu'à partir de l'âge de 15 ans, mon père va plus vouloir que j'aille chez lui. Et donc, dès que je viens à Paris, il me prend une chambre d'hôtel dans la même rue que lui. Et il trouve toujours... À 15 ans. Ouais. Donc à 15 ans, tu dors seul dans une chambre d'hôtel ? En vrai, ça va. Aujourd'hui, peut-être que ça choquerait, mais en vrai, il m'amenait jusqu'à l'hôtel. Je dormais là-bas, je prenais mon petit-déj le matin, il venait me récupérer dans la salle du petit-déj et on allait faire un musée ou un truc. Mais ouais. Quelle était la raison officielle ? Justement, je lui posais la question, mais je peux pas venir chez toi. Il trouvait toujours un bon moyen de... Et ça, jusqu'à son cancer, je ne vais plus jamais retourner dans son appartement. Et donc, il y a carrément un moment où, tu sais, on s'est dit, mais ça se trouve, enfin, c'est quoi, il cache une famille tu vois ce que je veux dire ? On s'est posé un peu toutes les questions. Et j'ai même essayé de creuser un jour pour le mettre jusque dans ses retranchements. Et je me rappelle avec une voix de caverne qui m'a dit, non, je ne peux pas, quoi. C'est assez douloureux aussi, ça, tu vois, parce que je le sentais qu'il commençait à cacher un petit peu une partie de sa vie puisque, on n'avait plus accès à cet appartement. C'était très bizarre et au même moment, donc mon père était toujours extrêmement apprêté, des costumes, donc c'était beaucoup Saint-Laurent, des chaussures Church ou Weston, toujours extrêmement vernis, des embauchoirs. Il venait à Nantes avec ses embauchoirs, tu vois, en bois, quoi. Il y avait toujours ce truc vraiment de voilà. Sauf qu'il a commencé à arrêter de prendre soin de sa dentition et il a perdu toutes ses dents une à une. À partir de l'âge de 16 ans, il avait plus de dents de devant, tu vois. Et je me rappelle... De 16 ans de mes 16 ans, pardon. De tes 16 ans, oui. Je me rappelle qu'il est à Nantes et qu'on croise dans la rue l'une de mes amies et que moi, j'ai honte. Mais j'ai honte parce que ça fait vraiment... Ça fait SDF. Je vais être horrible, mais... Ça fait SDF un costume Saint-Laurent et quand on a 16 ans, on n'a pas la maturité émotionnelle pour voir au-delà et on est vachement sur les apparences. Et je me rappelle être derrière ma pote qui parle à mon père, donc je me cache derrière elle et je fais des grands signes à mon père de fermer la bouche, parce que je me dis, mais c'est vraiment la honte, quoi, tu vois. Donc il y a tous ces petits détails de quelqu'un qui se laisse aller, qu'on n'arrive pas bien à comprendre parce que le puzzle n'est pas complet à l'époque. Alors, tu disais tout à l'heure qu'il avait refait sa vie, donc il a eu un... Non, mais il a eu t'as eu un demi-frère. J'ai eu un demi-frère, il est resté 1 an avec la maman. D'accord, ok. Pardon. Oui, parce que tu parlais de cet appartement, potentiellement, ça aurait pu être un appartement de sa nouvelle famille. Donc, mais non, parce qu'il s'est séparé au bout d'1 an. Non, ça. Et surtout, officiellement, mes parents étaient encore ensemble. Sauf qu'ils se voyaient que 2 fois par an, mais ils étaient toujours mariés. Ils dormaient toujours dans le même lit quand ils venaient à Nantes. Ok. Ouais. Ah, j'avais pas forcément conscience de ça. Jusqu'à l'âge de 16 ans où ma mère rencontre un homme, mon premier beau-père, ça va très vite, ça on l'a déjà raconté dans dans un autre épisode, c'est un sujet aussi. On part vivre chez lui. Lui est extrêmement jaloux de la relation, ce beau-père, que ma mère et moi avons, donc il essaie de tout faire pour nous éloigner, il me met dans un pensionnat. Et en fait, il se trouve que ce monsieur était un pervers narcissique dans le sens premier du terme, qui a cherché à détruire ma mère émotionnellement. Et là, mes parents ont officiellement divorcé puisque ce beau-père ne supportait pas l'idée que mes parents soient encore mariés. Donc là, ça a été la vraie rupture entre eux à l'âge de 16 ans, ce qui dans le fond était plus sain en fait, parce que la rupture, elle avait été actée depuis des années. Il y avait ce flou juridique un peu chelou, quoi. Pension, t'es plutôt au lycée à 16 ans. Je suis en seconde. Ouais. L'année de ma pension, je rencontre ma meilleure amie qui est encore aujourd'hui ma meilleure amie.
Donc cette année-là, j'ai des amis, c'est incroyable. Et surtout, je suis dans un groupe. Alors moi, je suis ringard à mordre, mais elles sont populaires. Et je vais vivre une année en étant dans le groupe des populaires, c'est waouh. Waouh. Je me rappelle un jour, on marche dans le couloir. En plus, c'était à Chavagne. Tu te rappelles de Chavagne empaillé, l'émission ou pas? Non. Il y avait une émission qui avait duré 2 ans sur un pensionnat comme en 1940 où les élèves devaient passer leur brevet, etc. Ok, ça me revient. Et moi, j'étais à Chavagne, Saint-Ambroise, à Nantes, dans un collège-lycée qui ressemblait à Harry Potter, vachement à l'ancienne dans la manière de faire. Et cette année-là, je me rappelle d'un jour, on marche dans le couloir, et il y a tout le monde, les gens sur les côtés qui nous disent bonjour, tu vois, parce qu'on est les cool girls. Wow, c'était génial. Est-ce qu'il y avait une musique par-dessus quand vous... Moi, j'avais Est-ce que vous du marchiez vent. au ralenti? Bien sûr. Ah ouais, c'est ça, avec des ventilos dans les Bien cheveux. sûr. Évidemment. En plus, c'est l'année des bébés brunes, des schmouves, bête d'année. Moi, je sens que je suis la pas cool des cools, mais c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave. T'es dans la place. Ouais. Et j'ai des amis, et j'ai un socle, et c'est waouh. Et ouais, et pendant ce temps-là, ma pauvre maman, elle vit l'enfer avec ce mec-là, et elle va réussir à s'enfuir en m'accompagnant chaque semaine au pensionnat le lundi matin. Elle fait un carton qu'elle cache d'affaires chez lui, qu'elle ramène chez sa meilleure pote pour s'enfuir. Petit à petit, Ouais. elle déplace ses affaires. Ouais. Smart. Enfin, smart et... triste. Smart. C'est quand même, c'est lunaire. Mais bon, je vous invite à écouter cet épisode sur mon beau-père pervers narcissique. Il est encore Donc, de ce monde. J'en ai aucune idée. Je plains. Il s'est marié ensuite à une autre femme. Je la plains. Réellement, je la plains. Voilà. J'étais très contente quand ça s'est terminé. J'ai eu un beau-père ensuite qui m'a beaucoup plus fait de mal, pervers narcissique à nouveau, et j'ai dû m'enfuir en pleine nuit avec mon petit ami parce que j'avais pas mis mon manteau sur le porte-manteau et qu'il ne supportait plus ma présence. Je comprends. Fair enough. Lui, ça m'a pas aidé pour la confiance en moi non plus. J'imagine. Donc voilà. On comprend pourquoi aujourd'hui je vais voir une psy pour gérer mon rapport aux hommes. C'était un bel enchaînement. Ouais, c'est un bel enchaînement. J'ai trop peur, tu sais quoi? Je suis en train de me dire, si ça se trouve, en fait, ce que j'ai vécu, c'est vraiment rien de grave et les gens vont me prendre pour une chouineuse, quoi. Mais vous inquiétez pas, après, il y a plus de dos qui arrivent. Et tiens, juste ton petit ami avec lequel t'as dû t'enfuir. Ouais. C'est quoi son profil? C'était une merveille d'homme. J'ai eu le premier petit ami le plus extraordinaire qui soit et je ne l'ai pas reconnu à l'époque. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'ai eu de la chance d'avoir un homme tellement sain et bienveillant qui m'a aimé et qui m'a aimé pour la première fois, tu vois. C'est un mec qui était fou amoureux de moi. Pendant 2 ans, a pris soin de moi, ne m'a jamais dit une parole déplacée. Le moindre de mes faits et gestes était mignon à ses yeux. C'était merveilleux d'être aimé de façon si saine, mais en fait, moi, je pouvais pas le voir à l'époque parce que ça correspondait pas du tout à mes critères, tu vois, et moi, je comprenais pas que c'était ça l'amour qu'il fallait avoir. Ça correspondait pas au haut et bas que je vivais émotionnellement avec mon père, quoi, le seul homme que je connaissais qui me donnait des petites miettes d'amour et que je récoltais en mode « Oh, merci, vous êtes trop bon, monseigneur », tu vois. Et voilà. Donc ça, tu l'as compris plus tard que finalement ce petit ami-là était super. Ouais, et c'est moi qui ai rompu à l'époque. Mais c'était la fin d'une très belle histoire et je ne le regrette pas du tout d'avoir rompu, mais je suis tellement reconnaissante que le premier homme qui m'a aimé m'ait montré qu'on pouvait être aimé tellement fort et de façon si jolie. Et je m'y accroche encore aujourd'hui en me disant, j'ai connu ça, je pourrais le retrouver à l'avenir, tu vois. Et je me le souhaite vraiment de retrouver cet amour sain. Ouais. Il a pas voulu me parler pendant 6 ans, je comprends, parce que il avait besoin de guérir. J'ai été son premier amour et ça l'a rendu vraiment triste. Et moi, je comprenais pas. J'étais là, je comprends pas pourquoi on peut pas rester potes. Mais non, mais meuf, évidemment que non, tu vois. Et on s'est revus des années plus tard et c'est devenu un homme génial qui vient pourtant d'un milieu bourgeois aristo et qui aujourd'hui travaille pour l'égalité femmes-hommes. Je suis mais tellement fière de lui.
Pardon, mais ce mec était totalement parfait sur le papier. Ah ouais, non, c'est quelqu'un qui est vraiment... Et l'histoire est vraiment terminée avec lui? Ah ouais, totalement terminée. Non, mais Ah ouais, complètement, mais je l'aimerais toute ma vie. Et le jour où je me suis toujours dit, le jour où je me marie, je lui écrirai une lettre pour le remercier. Et on s'est revus plusieurs fois. Et on est tellement heureux l'un pour l'autre. Tu vois, il me racontait ses amours. Et j'étais vraiment réellement heureuse pour lui. C'est quelqu'un qui, toute ma vie, aura une place particulière. Je l'aime d'un amour différent, tu vois, T'en veux un peu à ces premiers hommes de ta vie de pas t'avoir fait prendre conscience à quel point ce petit ami-là était super? Non, parce que en l'occurrence, c'est une histoire qui devait avoir un début et une fin. Et il y a vraiment zéro regret là-dessus. Moi, j'avais besoin de connaître d'autres choses. Et c'était très bien que ça se termine. Par contre, aujourd'hui, en 2025, je suis très en colère contre mon père de ne pas avoir protégé son enfant. Il ne m'a jamais protégé contre rien. Il ne m'a pas donné de socle de sécurité. Il ne m'a pas donné de confiance en moi. Il m'a plutôt retiré les petites miettes que j'avais, tu vois. Je faisais de la danse classique, c'était ma passion. Il me disait que c'était pas un sport qui avait de l'intérêt. Tout était comme ça. Et ça, je lui en veux parce que aujourd'hui, si je galère, je sais que c'est à cause de lui et je trouve que c'est vraiment pas cool, tu vois. Et je trouve que dans l'au-delà, maintenant qu'il a passé la frontière de la mort, il aurait quand même pu m'aider et il le fait même pas. Donc ouais, franchement, je trouve que il a pas fait ce qu'il pouvait, quoi. Comment il pourrait t'aider? Mais putain, mais envoie-moi un homme bon et sain et je sais pas, démerde-toi, tu vois? Même pas. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je me dis putain, mais t'as un enfant, tu le protèges, tu donnes tout. Moi, j'ai été protégée nulle part, tu vois. Et j'ai jamais ressenti que j'étais en sécurité nulle part. Et donc, c'était moi qui devais créer mon propre socle de sécurité. Il était jaloux? Non. Oh, je sais pas. J'en ai aucune idée. C'est une relation d'exclusivité et de dépendance que je crée. Non, parce alors. Que je veux pas qu'elle s'émancipe aussi avec d'autres hommes que moi. Non, c'était plutôt de l'ordre de l'humiliation. À l'âge de 16 ans, ma mère m'a raconté ça. J'aurais pas dû le savoir, mais bon, il a appelé ma mère en panique en disant, elle a toujours pas de petit copain. Est-ce que tu crois qu'elle est lesbienne? Mais ouais, il était terrifié. Il trouvait que c'était pas normal et il me l'a dit plusieurs fois que c'était pas normal que j'ai pas de petite amie au lycée, etc. Alors que moi, mon premier mec, j'avais 18 ans et demi. Avant ça, j'avais du mal à regarder les hommes dans les yeux. Je les comprenais pas. J'avais peur d'eux, etc. Donc non, pas du tout, bien au contraire. Et d'ailleurs, il m'a donné les pires conseils amoureux qui soient quand j'ai commencé à dater. Vas-y, lesquels? Un mec qui m'a ghosté. D'ailleurs, Adrienne, je t'embrasse aujourd'hui. Vraiment, on s'entend super bien et il y a pas de souci, tu vois. Mais je suis sortie avec un Adrienne qui m'a ghosté. Ça faisait 4 jours que j'avais pas de nouvelles de lui. Et mon père, oui, parce que toute ma vie, c'était toujours de ma faute. Si jamais ça se terminait, c'était pas... tu sais, c'est peut-être que t'as trop fait ça ou pas assez ça, tu vois. Et mon père m'a dit, mais Pauline, mais t'es oppressante envers les hommes. Les hommes ont besoin de leur liberté. 4 jours, c'est rien. C'est normal, laisse-le vivre. Et donc, moi, j'étais en mode merde et tout. Et en fait, le mec m'a jamais rappelé, tu vois. Genre, je l'ai recroisé 2 ans après et j'ai su la vérité. C'est qu'en fait, il avait une meuf. Et que j'étais la deuxième. Ok. Donc, t'aurais pu lui dire, je t'ai laissé 2 ans sans te rappeler. Non, pas être trop oppressant. Je lui avais envoyé des messages en mode mais je comprends pas et tout. Il devait m'appeler, il m'a jamais appelé. Donc non, j'étais bien au fait que le gars m'avait ghosté. Rien à voir avec toi. Donc non, pas de jalousie, mais plutôt c'est pas normal qu'elle date pas. Elle est pas assez cool, okay. Tu vois, voilà. C'était plutôt à chaque fois à me dire que c'était pas assez bien, quoi, tu vois. Et puis, j'arrive à Paris, donc aux alentours, je devais avoir 20 ans. Et c'est l'été 2011, il y a la canicule. Moi, je suis dans un 10 mètres carrés au 5e étage et il fait super, super chaud. En plus, je suis dans un lit à baldaquin, donc vraiment, tu sais, non, pas baldaquin, pardon. Superposé? Oui, superposé. En mezzanine. Et en mezzanine, merci. Ça commence à un lit à baldaquin, ça termine en mezzanine, là. C'est un peu plus accurate, parce que c'était vraiment un tout petit appart, mais que j'ai beaucoup aimé. Il fait super chaud et mon père part en vacances une semaine et je lui dis, papa, est-ce que je peux venir dormir dans ton appart? Parce qu'il fait vraiment trop, trop chaud.
il me trouve toutes les excuses possibles pour pas que je vienne. Et je me rappelle être vraiment un peu blessée en mode putain, il peut même pas laisser sa propre fille dormir dans son appart pendant une semaine. Ok, j'ai pas droit de venir depuis quelques années, mais là, sérieux quand même, c'est pas cool, quoi. À cette époque-là, on se voit plusieurs fois par semaine, on s'entend super bien, etc., etc. Il me fait que des phases en mode puisque tu n'as pas assez de culture, enfin, tu sais, c'est jamais assez bien. Jamais assez bien, mais on s'entend quand même très bien par ailleurs. Et en février 2012, du jour au lendemain, j'ai plus de nouvelles de lui pendant, dans mes souvenirs, 2 mois et demi. Enfin, je sais pas, il y a des années, apparemment, j'avais dit 1 mois et demi. Donc, je sais plus, mais un gros laps de temps. Il arrête de répondre à mes messages, à mes emails. Plus de son, plus d'image. Les semaines passent, je commence à me remettre en question, je me dis qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que je l'ai vexé, est-ce que j'ai dit ça, et tout. J'en viens à carrément attendre devant chez lui dans le froid en me disant il va peut-être sortir de l'appart, mais comme je suis pas venue depuis des années, j'ai pas le code, je peux pas rentrer et je me sens un peu humiliée. Il fait froid, je repars. Et puis j'ai un coup de fil de lui quelques semaines après qui me propose de prendre un café. J'arrive très en colère parce que j'ai une inquiétude folle, tu vois, de mon père va plus jamais me parler. On s'est même dit avec ma mère, est-ce qu'il est mort, tu vois? Et ma mère bossait au CIC à ce moment-là et elle avait fait un truc qui est pas légal, mais elle avait regardé son compte en banque pour voir s'il y avait des transactions. En se disant, imagine, il est mort. Du mouvement, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'était pas le cas. Donc on se disait, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et j'arrive à la terrasse de ce café et honnêtement, dès qu'il me raconte, je lui en veux plus, quoi. Il me dit qu'il a eu des soucis de boulot et qu'il s'est renfermé sur lui-même. Et moi, comme d'habitude, je l'excuse, je trouve tous les excuses du monde et je comprends, il n'y a pas de souci et tout. Bon, et il me fait cette phase-là un peu bizarre. Et puis on continue de se voir et d'être extrêmement proches. Et peut-être qu'on parlera de la suite un autre jour parce que tu vas devoir y aller. Et la suite, elle est longue. C'est tout le cancer. Le fait qu'il a menti, etc. Christopher a dû partir à son prochain rendez-vous, donc la fin de cet épisode 2 se termine de façon un peu abrupte. Je vous invite à écouter l'épisode 3, il est très gentiment revenu pour enregistrer cette dernière partie, peut-être la plus intense de ces 3 épisodes, puisque c'est celle qui est la plus teintée d'émotions. Voilà, je vous invite à écouter l'épisode 3 et à me dire une fois que vous aurez tout écouté ce que vous en avez pensé.